Professeur, vous avez 5 minutes. Non, merci beaucoup, merci. J'attendais pas plus de lui, hein. Merci. Donc, Ibrahim Diédhiou, ancien chercheur au département de production végétale de l'ENSA. Voilà. Donc, ma communication va porter sur l'innovation, mais je vais me référer à d'autres acteurs de l'écosystème de l'innovation. Je vais parler d'innovation paysanne, ce qui n'est pas courant dans ce type de public. Voilà. Alors, ce travail a été fait avec beaucoup d'organisations et les responsables de ces organisations, certains sont affichés. Je voudrais parler surtout du coordonnateur de Agricole Afrique qui a été rappelé à Dieu il y a à peine 15 jours, chez Hassan Gueye, à qui je voudrais vraiment, à la mémoire de qui je souhaite dédier cette présentation. Voilà. Donc, voilà. Alors, il faut rappeler, lorsqu'on interroge un peu l'histoire ou l'évolution de la recherche agricole dans les États sahéliens, on peut noter que jusqu'à la fin des années 80, les États ont fortement investi dans la recherche et l'innovation agricole, avec l'objectif de lever les principales contraintes à la productivité agricole et à la sécurité alimentaire. Alors, je vais citer deux contraintes majeures. Il y a la péjoration climatique, mais aussi la question des sols qui a été abordée ici, et peut-être l'accès limité aux intrants pour les paysans. Malheureusement, le constat qui a été fait après tous ces investissements, c'est que les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Il avait été noté que l'adoption des technologies issues de la recherche était réellement faible. Alors, à partir de ce moment-là, les acteurs clés du système de recherche, notamment les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, mais aussi les paysans qui sont les acteurs clés, se sont interrogés sur pourquoi les technologies issues de la recherche ne pénètrent pas le monde agricole. Alors, ce qui a été incriminé, c'est l'approche méthodologique dominante à l'époque, qu'on appelait le développement de technologies, qui se caractérise par une logique linéaire. C'est-à-dire, les chercheurs s'enferment dans leur tour d'ivoire, recherchent les problèmes, trouvent les solutions et, via le conseil agricole, les transmet aux paysans qui doivent simplement les appliquer. Mais ce type de recherche a produit les technologies qu'on connaît, qu'on appelle des technologies passe-partout. Par exemple, le collègue Mahécor l'a dit tout à l'heure, Dr Diouf, on va vous dire qu'il y a une formule d'engrais, 6-20-10, on va essayer de l'appliquer de la vallée du fleuve jusqu'à Mpac, tenant pas compte des types de sol, tenant pas compte de la variabilité pluviométrique, et donc on a produit comme ça des résultats qui en fait ne tiennent pas compte des contextes locaux. Alors, pour améliorer l'impact de la recherche agricole, puisque les bailleurs mettent la main à la poche et les États, il y a eu un changement majeur qui a conduit vers une autre approche de recherche agricole qu'on a appelé le développement participatif de technologie. Donc, c'était l'ère du boom de ce qu'on appelle les approches participatives. Mais on avait noté après, malgré ce changement de paradigme, que l'adoption des innovations agricoles restait encore faible. Et la critique qui avait été faite contre cette méthode du développement participatif de technologie, c'est que, en réalité, elle ne valorise pas suffisamment la créativité des paysans. Mais elle reste encore linéaire, puisque les chercheurs, cette fois-ci, font le diagnostic en collaboration avec les paysans, c'est vrai, mais malheureusement, s'enferment encore, réfléchissent seuls sur les solutions et demandent aux paysans d'appliquer les solutions. Pourtant, le potentiel d'innovation des paysans dans les pays sahéliens, pour ne pas dire en Afrique, est considérable. Depuis la nuit des temps, les paysans expérimentent, testent et innovent, même si quelquefois, ils n'en sont pas conscients. Ils ont ainsi pu générer un ensemble de technologies qui sont adaptées à leur réalité, qui quelquefois sont peu coûteuses et qui ont permis d'améliorer durablement les conditions de vie des populations. Je veux citer l'exemple de M. Yacouba Sawadogo, qui a mis au point
la pratique ou la technologie qu'on appelle le ZAI, qui est connue en Afrique de l'Ouest et qui a permis, dans le Yatenga, de relever de façon notable les rendements des céréales. C'est dans ce contexte que nous avons initié un programme de recherche qu'on a appelé Promotion de l'innovation et de l'expérimentation paysanne au Sahel. Promoting Farmer Innovation and Experimentation in the Sahel. Et les résultats que je voudrais partager avec vous entrent dans le cadre de ce programme. Alors l'objectif, c'était de capitaliser des innovations paysannes axées sur la gestion durable des ressources naturelles pour une amélioration durable de la sécurité alimentaire, avec comme objectif spécifique d'identifier et de caractériser les innovations paysannes, mais deuxièmement d'améliorer les innovations paysannes par ce qu'on a appelé l'expérimentation conjointe. Alors ces travaux ont été menés dans le bassin arachidier que tout le monde connaît, je ne vais pas insister, c'est la principale zone de production agricole fluviale du Sénégal. Donc vous avez là, je continue. Alors ici je vais camper le cadre conceptuel. Alors, le programme Profeis comptait s'appuyer sur le développement participatif de l'innovation pour améliorer la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Mais qu'est-ce que le développement participatif de l'innovation? Alors, le DPI n'est pas une approche de recherche au sens classique. C'est une recherche de développement participatif conduite par la communauté. Tout à l'heure, on parlait de centralité des acteurs dans la définition des politiques agricoles. Mais ici, il s'agit de la centralité du paysan dans les actions de recherche. Voilà. Au départ, dans le DPI, la valeur est accordée aux connaissances et à la créativité locale et les savoirs traditionnels sont valorisés. Alors, les étapes de cette approche, nous avons à peu près 5 étapes. D'abord, il faut identifier les innovations paysannes. Ensuite, il faut les évaluer. Ensuite, il faut les caractériser. Et après caractérisation, évidemment, les innovations les plus porteuses, on s'attaque aux contraintes qui sont réellement ressenties par les acteurs paysans pour essayer de les améliorer à travers l'expérimentation conjointe. Et ensuite, on met les innovateurs en réseau pour ensuite aller vers la capitalisation des innovations et leur diffusion. Alors, il y a d'autres concepts ici que je vais laisser peut-être, en tout cas, au public après sera partagé. Mais quand même, il est important de rappeler que quand nous parlons ici d'innovation, parce qu'on n'est pas revenu d'ailleurs sur ce concept-là, en tout cas, nous considérons que l'innovation, c'est l'élargissement des connaissances, mais aussi des savoir-faire, grâce à la créativité des paysans, mais aussi grâce aux influences extérieures. Voilà. Et les paysans innovateurs, j'ai cité tout à l'heure, monsieur, comment il s'appelle encore, Yacouba Sawadogo, que vous avez ici, qui a donc mis au point ce qu'on appelle le ZAI. Vous avez ces trous-là. Bon, pour le reste, je ne vais pas insister, mais également, je donne un peu ce que nous appelons innovation, puisqu'on parle d'innovation, mais c'est quoi l'innovation finalement? Voilà, c'est le résultat du processus d'innovation. Bon. Alors, l'expérimentation conjointe, en revanche, je vais insister là-dessus, c'est un processus d'expérimentation dans lequel le paysan innovateur est la source principale de l'idée. Ça, c'est important. Le paysan est la principale source de l'idée. En général, les idées de recherche naissent dans les laboratoires et dans les bureaux. Voilà. Donc, ensuite, l'expérimentation conjointe se focalise sur les contraintes ressenties relativement à l'innovation paysanne et s'appuie sur une approche multi-acteurs, entre autres aspects. Alors, j'en arrive aux méthodes. En termes de méthode, alors pour l'identification des innovations, l'évaluation des innovations et leur caractérisation, nous avons effectué des enquêtes de groupe, ce qu'on appelle des focus group, mais aussi quelquefois des entretiens semi-structurés en s'appuyant sur un certain nombre d'outils, notamment des fiches d'identification d'innovation, des fiches d'analyse et de comparaison des innovations et des fiches de caractérisation. Ensuite, pour l'expérimentation conjointe, nous avons adopté une méthode expérimentale que je vais décrire rapidement. Alors ici, l'innovation sur laquelle nous avons effectué cette expérimentation conjointe, c'est l'innovation qui consiste à planter des manguiers dans des touffes d'un arbuste qu'on appelle ngigis ou Pileosigma reticulatum en wolof. Voilà. Et vous avez toute la pratique qui a été mise au point par les paysans et qui permet effectivement d'utiliser cette innovation-là. Alors, à l'époque, la question qui avait été posée par les paysans, c'était que ils voulaient effectivement avoir les preuves scientifiques que cette innovation marche. Et donc, nous avons mis en place une expérimentation conjointe avec l'objectif
de mettre en évidence l'effet de pyostigma sur la croissance du manguier en zone semi-aride. Alors vous avez ici toute la démarche méthodologique. Il y a 2 traitements, c'était très simple, puisque l'expérimentation a été conduite avec les paysans. Donc on a planté des manguiers dans les touffes d'arbustes et des manguiers en dehors des touffes d'arbustes, et les répétitions, c'est 25 manguiers par traitement. Bon, ensuite, on a mesuré quelques paramètres de croissance de ces arbres-là. Vous avez les photos de pépinières qui ont été conduites avec les paysans. Les résultats. Alors, on a pu identifier et caractériser 48 innovations sur l'ensemble du travail au Sénégal et au Mali, avec 17 innovations au Sénégal et 17 innovations au Mali, 31 innovations au Mali. Alors, il y a des innovations qui ont été réalisées par des femmes, comme il y a des innovations qui ont été réalisées par des hommes. Alors, les innovations ont été classées en fonction de différents domaines de l'agriculture, et on peut voir que l'essentiel des domaines qui nous intéressent, en tout cas, qui concernent notre agriculture, dans des différents domaines, il y a des innovations qui sont mises au point par les paysans. Voilà. Et vous avez donc, comme j'ai dit tout à l'heure, total 17 innovations au Sénégal, 31 au Mali, mais on peut voir que c'est surtout au niveau de l'amélioration des systèmes de culture où il y a le plus d'innovations, il y en a 9. Et pour la protection des cultures, il y en a 8, pour l'agroforesterie, il y en a 8 par exemple. Alors, pour l'expérimentation conjointe, on en a mené 3 au Sénégal et 7 au Mali. Au total, donc, il y a 10 expérimentations conjointes qui ont été menées. Alors, pour l'expérimentation conjointe qu'on a menée au Sénégal, donc vous voyez ici que lorsqu'on a planté les manguiers dans les Nguigis à partir du mois d'août, donc le 15 août environ, au sortir de l'hivernage, après 1 an et demi, on a suivi le taux de survie. Et puis, on peut se rendre compte que lorsque le manguier est planté seul, hors des arbustes, tous les manguiers, les 25, sont morts. Et lorsqu'ils sont plantés dans les Nguigis, sans irrigation, dans une zone où il pleut 350 mm, quelquefois 250 mm par an, sans irrigation, les manguiers ne sont pas morts. 100%, on a eu 100% de taux de survie. Alors ensuite, en ce qui concerne la croissance des manguiers, vous voyez que au bout de à peu près 75 mois après plantation, en termes de hauteur, on a sur les sols d'or, on a des manguiers qui font 7 mètres. Sur les sols d'ec, on a des manguiers qui font presque 6 mètres et qui sont assez bien développés en termes de houppiers. Et je dis bien que ces manguiers-là ont été plantés et il n'y a jamais d'irrigation, même pas une seule goutte d'eau. Au bout de à peu près 75 mois, ils ont commencé à produire. Alors vous avez ici l'exemple de manguier qui est planté dans la touffe et qui n'a jamais été irrigué et il pleut à maximum 300 mm. Voilà. Alors, il y a d'autres travaux de recherche qui ont essayé aussi d'expliquer davantage pourquoi le Nguigis agit comme ça sur le manguier. D'abord parce que le Nguigis a une faculté qu'on appelle la redistribution hydrique. L'arbuste est capable d'aller chercher l'eau en profondeur, vers 4 mètres de profondeur 5, de remonter ça vers la surface, les horizons superficiels du sol, et ensuite, par diffusion, simple diffusion, du fait que le sol est peut-être plus sec, l'eau passe dans le sol, humidifie ainsi les horizons superficiels, et le manguier peut en profiter. Donc, on appelle ça la bio-irrigation. Voilà. Ensuite, il y a aussi, on a noté que le Nguigis, bien sûr, il y a toute la biomasse, voilà, qui est décomposée, minéralisée au niveau du Nguigis, sans compter le fait que, quand il y a les vents qui soufflent, toutes les particules fines, en particulier les limons, les argiles, sont retenues là, et donc la capacité de rétention en eau est meilleure au niveau de la rhizosphère du Nguigis. Enfin, il y a la qualité du sol. Ça a été démontré, il y a une publication qu'on a faite avec Mme Rebecca, qui a démontré qu'il y avait un plus grand potentiel pour décomposer et minéraliser la matière organique au niveau de la rhizosphère du Nguigis. En conclusion, il faut noter qu'il y a beaucoup d'innovations qui existent en milieu paysan et qui constituent un potentiel de recherche important pour les acteurs de la recherche. Le développement participatif de l'innovation permet de capitaliser ces innovations développées avec les ressources locales et qui sont déjà adoptées ou en cours d'adoption. Cependant, le chemin à parcourir est encore long pour institutionnaliser le développement participatif de l'innovation dans la recherche agricole. Pour cela, les institutions de formation sont encouragées à l'intégrer dans leur curricula de formation. Merci pour votre attention.
Merci, monsieur le professeur Diédiou, pour avoir tenu dans le temps, plus 5 minutes. Merci. Alors, je vais donner la parole à notre collègue, docteur Cheikh Oumar Sam. Bonsoir tout le monde. Je réponds au nom de Cheikh Oumar Sam. Et c'est un honneur pour moi quand même de partager avec vous mes travaux de recherche portant sur la sélection d'arbres élites dans les plantations d'anacardiers, anacardium occidentale au sud du Sénégal, mais également par leur implication dans l'atteinte à la souveraineté alimentaire et énergétique. Et quand on parle par exemple d'arbres élites, là on veut tout simplement parler d'arbres à caractère exceptionnel, à caractère particulier. Et sans plus tarder quand même, le plan classique sera adopté, qui tournera autour d'une introduction, d'une méthodologie, des résultats et enfin une conclusion. L'anacardier, comme on l'appelle, hein, le cajou, et vous voyez parfois les gens se vendre, par exemple, les fruits au niveau des voiries, etc., occupe quand même une place très importante dans l'économie du Sénégal, mais également joue un rôle écologique à travers la valorisation des terres impropres à l'agriculture, à la mise également en place des haies vives défensives, des haies vives voilà, pour la protection quand même des parcelles agricoles. Au plan économique également, en tout cas, ça génère quand même des emplois, voilà, beaucoup d'emplois quand même dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Et la production mondiale est aujourd'hui estimée à 4 millions de tonnes. Et l'Afrique occupe 90% de la production, l'Afrique de l'Ouest. Et cette culture également occupe la deuxième place, n'est-ce pas, après le cacao en Afrique de l'Ouest. Et quand on se réfère en 2016, 1,1 million de dollars, n'est-ce pas, ont été générés avec une production estimée à 870 000 tonnes. Et s'agissant du cas du Sénégal, aujourd'hui enregistre quand même 100 à 160 000 tonnes et occupe la 15e place derrière la Côte d'Ivoire qui occupe la première place avec une production estimée à 1 225 000 tonnes. Pourquoi maintenant ces faiblesses au niveau du Sénégal? Certains ont avancé qu'en fait c'est lié à des itinéraires techniques inappropriés, à un manque de sélection de matériel végétal, mais également au vieillissement des plantations. Et cette étude quand même s'inscrit, ou bien s'est fixée comme objectif principal, d'améliorer la productivité de l'anacardier au Sénégal du point de vue qualitatif et quantitatif et pour l'atteinte à la sécurité alimentaire et énergétique. Pour ce faire, l'approche suivante a été adoptée. Nous avons fait ce qu'on appelle une sélection massale qui consiste à sélectionner et à identifier les meilleurs arbres, mais quand même sur la base des critères de sélection, notamment la production, la qualité, la vigueur et la santé de l'arbre. Cette étude également a été menée dans la Casamance naturelle, notamment dans la région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Et dans cette zone-là, les plantations occupent quand même 84%, n'est-ce pas, au niveau national. Cette approche participative nous a permis quand même de sélectionner au total 522 individus répartis ainsi, 134 au niveau de Kolda, 237 au niveau de Sédhiou et 151 individus au niveau de Ziguinchor.
Voilà. Toujours quand même, après avoir sélectionné les 522 arbres, voilà, les mesures ont porté quand même sur certaines caractéristiques. Je ne vais pas en tout cas voilà, les énumérer, il y en a beaucoup. En tout cas, tout ça tourne autour de 35 quand même variables et paramètres qui ont été mesurés. Les voilà à travers voilà, cette diapositive, notamment en termes d'andrométrie, la caractérisation foliaire, la caractérisation florale, la production, la caractérisation des noix, mais également l'estimation du rendement et de la production, mais également les paramètres de qualité, comme on appelle le rendement, et ce qu'on appelle également le KOR, n'est-ce pas, qui est un critère d'appréciation de la qualité des noix. Après ce travail également, ces variables et paramètres ont été soumis à une analyse de variance, analyse statistique, univariée et multivariée. Là également, je ne vais pas insister là-dessus. Et cette méthodologie également nous a permis quand même d'avoir les résultats suivants. Ici, comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas présenté toutes les variables. On avait au départ 35 variables. Mais nous allons présenter seulement les variables les plus discriminatoires. Et l'examen de ce tableau révèle que le nombre non au kilo est plus élevé à Kolda avec 210 noix kilo, n'est-ce pas? À Sédhiou, on a 162, mais par contre, en Ziguinchor, on a 76 noix, n'est-ce pas? Nombre de 116 noix au kilogramme. Donc, pour ce paramètre-là, en tout cas du point de vue qualitatif, la région de Ziguinchor a enregistré quand même les meilleures performances. Et également, quand on prend par exemple la production moyenne, là également, on a 19 kg, n'est-ce pas, par arbre au niveau de Kolda. À Ziguinchor, on a 12 kg et à Sédhiou, on a 9 kg. Maintenant, pour le KOR également, et la région de Ziguinchor a enregistré également le KOR le plus important qui tourne autour de 61%. Voilà, sorry. Après ce travail, après avoir fait une analyse en tout cas univariée, nous avons également fait ce qu'on appelle une analyse multivariée pour confirmer quand même les premiers résultats. Et la classification, cette figure quand même, qui est la classification hiérarchique ascendante, nous a permis de classer les arbres en fonction maintenant de ces critères déjà fixés. Qu'est-ce qui s'est passé en vert? C'est la région de Kolda, où nous avons une bonne production avec 19 kg, n'est-ce pas, par arbre, un grainage de 220 noix par kilo, mais également des noix qui sont de très petite taille avec 4 grammes, mais également un excellent KOR, 54. En bleu, c'est la région de Sédhiou, où nous avons par exemple une production relative de 10 kg par arbre, un parfait grainage, 149 noix par kilogramme, un calibre de 6 grammes et un excellent KOR qui tourne de 55. Mais pour la région de Ziguinchor également, nous avons une production de 10 kg par arbre, un grainage plus parfait, parce que nous avons trouvé 77 noix au kilogramme, des noix de gros calibre qui tournent autour de 12,87 grammes, et un rendement en amande très élevé, 35%, et un excellent KOR. En tout cas, les résultats notamment trouvés au niveau de la région de Ziguinchor, en tout cas, démontrent à suffisance quand même en ce qui concerne le poids au kilogramme, sont largement supérieurs à celles de la Tanzanie, où on a 8,33, et également à celle du Ghana, où on a 8,6 grammes. Là, ce qui est important à démontrer ici, ce travail quand même de sélection nous a permis quand même dans chaque région de sélectionner 15 arbres élites. Dans chaque région, on a 15 arbres élites. Et la sélection est basée sur en amont sur des critères déjà fixés, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qu'il faut retenir, tout à l'heure également, on a dit qu'en fait la Côte d'Ivoire occupe la première place avec 1 225 000 tonnes devant le Sénégal. Maintenant, on se dit pourquoi. Et pourtant, en termes de qualité, le Sénégal devance la Côte d'Ivoire. En termes de qualité, parce qu'en fait, le rendement en Côte d'Ivoire, ça tourne autour de 450 kg. Et le Sénégal, ça tourne également autour de 550 kg. Dès lors, on se pose la question pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire est première devant le Sénégal. Mais c'est juste en termes d'emblavure et à multiplier ses superficies. Mais du point de vue qualité, le Sénégal dame le pion pas mal de pays. Maintenant, en ce qui concerne également le KOR et le nombre de noix kilos, la FAO avait fixé des normes.
est jugé quand même des noix de bonne qualité si le nombre est strictement inférieur à 160 noix. Je dis bien strictement inférieur à 160 noix, mais regardez le cas de la région de Ziguinchor qui se trouve avec 77 noix au kilogramme. Dès lors, des recommandations ont été faites dans ce sens, à recommander à la FAO de revoir sa grille quand même de classification de ces noix-là. Mesdames et messieurs, ce qu'on pourrait retirer à travers cette étude quand même, les 15 arbres élites recensés dans ces différentes régions pourraient être également utilisés, n'est-ce pas, dans les programmes de sélection, dans les programmes de réhabilitation, mais également dans les programmes énergétiques. Parce qu'en fait, à travers la valorisation des coques, Madame Michel, voilà ce qui met fin à ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Sam, pour avoir respecté le temps. Alors, à présent, on va passer à la dernière présentation, celle de Dr Ibn Khattab Sissé, du département d'économie et de sociologie rurale. Vous avez 4 minutes. Ok. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les participants. Je m'en vais vous faire une communication sur la production de concentré de bissap et étudier sa valorisation en tant que colorant naturel au niveau du yaourt. Donc, nous savons au Sénégal que le bissap est un produit qui est extrêmement transformé, qui est extrêmement valorisé. Et ces parties comestibles, à savoir les calices, sont largement utilisées pour produire une boisson de bissap. Je dis bien une boisson de bissap. Et certains vont comprendre pourquoi je le dis. Et cette boisson de bissap est extrêmement riche en anthocyanes. Et ces anthocyanes, ce sont des molécules qui donnent la couleur à cette boisson, mais également aux autres produits dérivés du bissap. Et ces anthocyanes sont des molécules qui possèdent un fort potentiel antioxydant, mais également un pouvoir colorant très élevé. Et les colorants alimentaires, ce sont des additifs qui sont très utilisés au niveau des aliments. Et vu le marché mondial avec un potentiel autour de 5 milliards de dollars, il y a également une demande de plus en plus élevée par rapport aux consommateurs qui voudraient qu'on utilise des additifs naturels. Raison pour laquelle, dans le cadre de ce travail, on va s'atteler à utiliser cette boisson de bissap qui est riche en anthocyanes et à l'intégrer comme colorant. Mais pourquoi le choix du concentré? Sachant que la boisson reste peut-être la principale valorisation de l'hibiscus. Mais cette boisson reste un produit qui est très prisé, mais avec une durée de conservation très limitée. Même si pas mal d'études ont été faites pour pouvoir garantir une durée de stockage beaucoup plus élevée, mais néanmoins, il y a encore des contraintes qui doivent être levées. Et le yaourt est un produit qui est de plus en plus intéressant. Mais dans ce yaourt également, qui possède un fort potentiel nutritionnel, c'est un produit qui est très attrayant, vu la diversité, aussi bien en termes de couleur, mais cette couleur qui est apportée dans nos yaourts aromatisés, dans nos yaourts fruités, est notamment due à des colorants de synthèse. Donc l'objectif ici est de voir comment utiliser le bissap, le transformer sous forme de concentré et d'étudier comment l'incorporer au niveau du yaourt. Parce que l'incorporation de ce bissap au niveau du yaourt reste toute une problématique, reste un défi à relever sur le plan technologique. Et dans le cadre de ce travail, la première partie a consisté d'abord à produire une boisson de bissap en utilisant une proportion de 1,5. C'est-à-dire, on va utiliser 1 kg de calice auquel on va mélanger 5 litres d'eau. Et de ce produit initial, nous allons obtenir un extrait à 8% de matière sèche. Et ce produit initial va subir une étape d'évapoconcentration. L'évapoconcentration va consister à éliminer l'eau, une partie de l'eau qui est dans la boisson, et pour le restituer sous forme de concentré. Et le produit concentré est un produit qui est très intéressant, d'autant plus c'est un produit qui va mieux se conserver par rapport à la boisson, mais également par rapport aux autres produits dérivés. Et dans le cadre de l'évapoconcentration, la température est un paramètre important. Pour ce faire, nous avons testé trois principales températures, à savoir une température d'évaporation de 75,
une température de 85 degrés Celsius, enfin une température de 100 degrés. Et ici, on essaie de voir quel est l'impact de la température d'évaporation sur les qualités nutritionnelles. Parce que ces pigments anthocyanes sont surtout des composés thermosensibles. Et quelle que soit la température utilisée, nous avons abouti à un concentré avec 60% de matière sèche. Et ces différents concentrés produits suivant les différentes conditions d'évaporation ont été analysés sur le plan physico-chimique et nutritionnel. Et de ces analyses, nous pouvons conclure que ces concentrés présentent une meilleure stabilité comparée à la boisson, vu l'acidité qui est très élevée avec un pH autour de 2. Et cette stabilité a été obtenue ou a permis de conclure, suivant les études de la stabilité qui ont été effectuées, que la durée de conservation minimale de ces concentrés est de 2 ans, comparée à la boisson qui ne dépasse pas les 3 mois. Si, bien entendu, on n'utilise pas des conservateurs. Et le potentiel antioxydant de ce concentré a été révélé avec une teneur en polyphénol qui sont des molécules aromatiques, qui sont des molécules avec de forts potentiels antioxydants, avec des teneurs autour de 2 à 2,87 grammes pour 100 grammes. Le pouvoir colorant de ce concentré a été mis en évidence, suivant les teneurs en anthocyanes, mais également suivant la force colorante, qui est une caractéristique chromatique qui va nous intéresser dans le cadre de la valorisation. Et l'idée de ce travail est de voir comment se comporte le concentré comparé à la boisson qui est peut-être la forme habituelle. Et quand on fait une étude de la stabilité, l'objectif est de prendre le produit et de le mettre à différentes températures de stockage. Aussi bien à réfrigération, 4 degrés Celsius, à une température autour de 20, 30, 37, qui renvoie peut-être à la température ambiante, et à des conditions de température beaucoup plus extrêmes. Et l'étude de la stabilité consiste à suivre les paramètres physico-chimiques suivant une fréquence de 7 jours pour une durée totale de 90 jours, de 3 mois. Et au bout de cette étude, nous avons pu démontrer que les différents concentrés, quelle que soit la température, se conservent très bien dans les conditions de conservation. Et au bout de 3 mois, on peut distinguer les différentes pertes en termes d'anthocyanes de 25% à une température d'évaporation de 75, 32% pour le concentré obtenu à une température de 85 degrés Celsius et 37% avec le concentré obtenu à 100 degrés Celsius. Cela voudrait dire que la thermosensibilité des anthocyanes est responsable de cette différence ou de ces pertes qu'on a suivies au cours du stockage. Et d'autres études ont montré que les conditions de température vont avoir un effet catalysant au cours du stockage de ces pigments anthocyaniques. Raison pour laquelle la meilleure température ou les meilleures conditions de stabilité consistent à conserver le concentré à basse température ou autrement dit à une température de réfrigération. L'incorporation de ce concentré dans le cas du yaourt a été effectuée suivant différentes concentrations. Et les concentrations ajoutées ont varié de 0,1 à 1 ml pour 4 grammes de yaourt. Les quantités de concentré peuvent sembler être très faibles, mais comme on parle de concentré, c'est un produit qui est concentré en anthocyane. Raison pour laquelle les teneurs ajoutées vont être très faibles, et ce qui nous a permis d'obtenir différentes gammes de yaourt avec le concentré ajouté. Et ces différents produits ont été soumis à un panel de consommateurs en vue d'effectuer des analyses sensorielles. Et l'analyse sensorielle nous révèle que quels que soient les produits qui ont été colorés avec le bissap, il y a une appréciation globale, sachant que les taux d'incorporation de colorants ou de concentrés varient de 0 à 1 ml. Et les produits avec des valeurs, avec des niveaux d'incorporation entre 0,3 ml de concentré à 1 ml de concentré pour 4 grammes de yaourt sont les produits qui sont mieux appréciés, aussi bien de par le goût du bissap, de par la couleur rouge, mais également de par la texture. Et comme on vient de dire que les produits les plus appréciés ont été obtenus avec des taux d'incorporation entre 0,3 et 0,1, il faudrait qu'on puisse définir réellement quel est le meilleur produit, parce que la fourchette semble être extrêmement élevée. Et toutes les analyses statistiques qu'on a pu effectuer à partir des tests sensoriels, à partir des tests hédoniques, confirment qu'avec un yaourt où on a incorporé un concentré avec une proportion de 0,3 ml, consiste
va nous permettre d'obtenir le meilleur produit ou le produit le plus équilibré, aussi bien en termes de couleur rouge, parce que la couleur devrait être rouge, mais pas être trop rouge, mais également avoir un produit avec un goût acidulé, sachant que le yaourt est déjà un produit acide. Mettre trop de concentré reviendrait à avoir un produit beaucoup plus acide. Enfin, la texture crémeuse du yaourt n'est pas trop différente, n'est pas trop biaisée par l'ajout de cette teneur. Et ce qui nous a permis d'obtenir un yaourt avec une belle couleur rouge, avec un taux d'incorporation de 0,3. Pour finir, le concentré de bissap reste un bon colorant. Un bon colorant de par son caractère naturel, mais également de par ses potentiels antioxydants, et également ses potentiels sur le plan sensoriel. Et l'étude de la stabilité sur le concentré a montré que ce concentré se conserve mieux et beaucoup plus facilement comparé aux autres produits. Et dans le cadre de la production de concentré, nous n'avons pas besoin de faire recours ou d'utiliser des additifs ou autres conservateurs. Enfin, les tests d'incorporation ont permis aux consommateurs de pouvoir tirer profit d'un produit nouveau, d'un produit où on a incorporé un colorant naturel, mais l'incorporation de bissap va également permettre d'enrichir le yaourt. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir valoriser les ressources locales, que ce soit le bissap, mais également que ce soit le lait, qui est peut-être plus ou moins produit localement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous voyez comme les économistes sont efficaces. Je pense qu'il nous laisse 2 minutes. Alors, et on va en profiter. Je pense que vous allez me permettre de résumer les présentations. Je vais commencer par la première qui a été faite et relative sur le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie, en fait, l'une des plus célèbres, en fait, crypto-monnaies. Et son travail consistait, en fait, à détecter un problème de sécurité du fait, en fait, justement, en fait, de la conception actuelle de la signature qui est intitulée ici ECDSA. Alors, et je pense qu'en fait, l'auteur postule pour une substitution de la signature et d'aller vers une signature du lithium. C'est essentiellement, en fait, sur ce sur quoi porte le travail, et sa présentation a montré comment construire des portefeuilles déterministes à partir de dilithium, et aussi est allé sur des analyses de sécurité, parce qu'il s'agit ici d'un problème de sécurité par rapport à la signature actuelle, et comment en fait l'implémenter à travers Python. Alors, la deuxième présentation a été axée sur la modélisation prédictive de l'incidence du paludisme. Et le paludisme est considéré ici comme une maladie en fait pandémique au Sénégal et qui pose un problème majeur de santé publique. Et ici, le travail qui a été fait consiste à proposer une approche innovante qui combine des données sérologiques et de la modélisation pour prédire en fait l'incidence du paludisme, et à utiliser différents dosages, ou en tout cas des anticorps anti-Plasmodium falciparum. Le travail a permis en fait de préciser une surveillance précise dans les zones sans données. Alors, a permis en fait de mettre en évidence que le modèle en fait qui est proposé en substitution est un modèle innovant, surtout dans les endroits ou les zones sans données cliniques complètes, avec un potentiel de réduction des coûts de surveillance. Et ces résultats démontrent l'efficacité des marqueurs sérologiques comme outil pour optimiser les stratégies d'élimination du paludisme à Thiès, puisque le travail a été fait à Thiès, mais peut être extrapolé dans les zones du Sénégal. Donc la troisième présentation était axée sur le développement participatif de l'innovation, qui pose un réel problème en fait des innovations qui sont importées et qui sont diffusées de façon dirigiste ou de façon en fait top-down, et propose foncièrement
de substituer en fait l'introduction de ces types d'innovations en associant les producteurs de façon globale ou même en partant des innovations paysannes qui ont donné des résultats satisfaisants. Donc la conclusion majeure en fait de cette présentation est que l'innovation et l'expérimentation paysanne constituent une importante source de solutions alternatives pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et les conditions de production agricole, ou si vous voulez la productivité, parce qu'il s'agissait ici de se focaliser sur 2 points, la productivité agricole, donc l'augmentation des rendements, et la sécurité alimentaire, et qui ont des liens très étroits. Donc la 4e présentation, celle de Dr Samb, a été axée sur justement, en fait, ces problèmes de productivité, mais ici sur l'anacarte, alors comprenez le Darkacé. Alors, dans 3 régions, donc les régions qu'on considère comme les régions de production de l'anacarte, à part la Fatigue, donc son travail est concentré sur la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, et consistait en fait à produire des connaissances ou améliorer les connaissances en fait sur le potentiel de production de plantation d'anacardiers dans un contexte de changement climatique, comprenez, dans un contexte qui joue sur la productivité de façon globale. Alors, et les résultats ont montré qu'il y a des effets significatifs sur la production et la qualité en fait des noix. Alors, et des effets en fait, comme je dirais, des effets hautement significatifs en fait sur ces 2 aspects. Alors, même si l'étude pense qu'il y a des résultats qui n'ont pas été présentés, mais c'est bien ici de laisser la partie sur la dendrométrie des éléments liés en fait aux caractéristiques foliaires et florales. Alors, et la conclusion en fait de ce travail, ou en tout cas le bénéfice de ce travail, c'est que l'étude a permis d'identifier 15 arbres élites par région, ce qui est très appréciable, qui peuvent être utilisés dans des programmes d'amélioration pour augmenter la production, ou pour améliorer la production et relancer la filière ou la chaîne de valeur de l'anacarde. Alors la dernière présentation est axée sur le bissap. Alors, on va le dire comme ça, même si on est en scientifique, pour que les uns et les autres puissent mieux connaître. Et a porté principalement en fait sur la production de concentré de bissap qui préserve sa richesse en anthocyane, et à travers en fait une méthodologie. Et la conclusion ici, c'est que l'étude confirme en fait les bénéfices technologiques et sensoriels, ça ne m'étonne pas, du concentré de bissap comme colorant alimentaire naturel dans le yaourt. Alors, je ne sais pas pourquoi il a choisi le yaourt. Et aussi, cette étude, en plein les résultats, postule pour une valorisation durable de cette ressource, qui est une ressource locale, en cohérence en fait avec les attentes du consommateur. Alors, pour justement, par rapport au type de produit qui est considéré comme naturel, mais aussi qui peut avoir des répercussions, en tout cas des bénéfices sur la santé. Et voilà en fait brièvement résumer les différents travaux. Excusez-moi, je suis allé très vite sur les résumés. Alors s'il y a des questions, alors, on va prendre une question par communicant pour aller vite. Alors si vous pouvez... Alors, une question par communicant pour aller vite. Alors, moi, j'ai une question. Donc, c'est 4 questions, finalement. Bon, en fait, il nous reste 3 minutes d'échange, 5 minutes maximum. Alors, la première question va commencer par le modérateur lui-même. Et ensuite, donc, bon, les uns et les autres ne sont pas d'accord. Ok. Le modérateur. Et je suis un dictateur aussi. Ouais. Alors, on va prendre les questions, s'il vous plaît. Le président et il s'est autoproclamé 4e mandat.
Oui, oui, oui. En fait, je voulais juste, parce que j'ai fait beaucoup de travaux sur l'anacarde, comme Sam le sait. Dans ces résultats, je voulais juste poser une petite question. Les commentaires, ce sera après, peut-être entre nous. Vous ne mettez pas en avant, en fait, dans la présentation, les variétés. On sait qu'en fait, la qualité que vous mettez en évidence dépend beaucoup, en fait, des variétés d'anacarde. Je pense que dans l'étude aussi, si vous étiez allé à Fatick, ça aurait changé certains résultats sur la qualité de l'anacarde. Merci. Merci. Une ou deux interventions, il n'y a pas d'intervention. Il y a des résultats qui nous attendraient pour le concours. Voilà, il y a une question ici. Le quoi?
Merci, monsieur le modérateur. Je pense qu'il y a deux questions qui m'ont été adressées par le professeur Abdoulaye Guissé, directeur des études de l'EPT. Donc la première, c'est l'utilisation de Bitcoin pour les produits, notamment pour les agriculteurs. Je pense que vous avez répondu à la question. Pour ce qui concerne l'utilisation des technologies blockchain pour la sécurité donc, des produits, c'est exactement la traçabilité comme vous l'avez indiqué. Et il y a même des entreprises qui l'utilisent pour la traçabilité des diamants. Et donc ça peut être adapté à beaucoup de produits. Donc la deuxième, c'est l'utilisation de cette monnaie par nos agriculteurs. Est-ce que voilà, le public peut utiliser le Bitcoin? Donc les exemples que je vais vous donner, c'est la Centrafrique, où voilà, donc la Bitcoin a été adopté, et le premier pays, le Salvador. Donc vous savez, donc avec, quand je prends l'exemple de la Russie, donc quand la Russie a commencé la guerre, donc l'Union européenne et les États-Unis, donc il y avait un gel de leurs fonds, et donc pour pouvoir empêcher donc le gel des avoirs, donc le Bitcoin est maintenant une monnaie de réserve pour pas mal d'entreprises, pour pas mal de pays, puisque Bitcoin n'est géré par aucune autorité centrale, voilà, par aucune banque, par aucun gouvernement. Donc c'est devenu une monnaie de réserve pour beaucoup d'entreprises. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'un simple utilisateur pourrait utiliser le Bitcoin? Bien évidemment oui. C'est comme nos wallets actuels que nous avons avec Orange Money, que nous avons avec Wave. La complexité derrière la blockchain ou derrière le Bitcoin, l'utilisateur final ne va pas s'en rendre compte. Tu pourras effectuer voilà, des transactions, recevoir des transactions sans pour autant savoir ce qui se passe derrière. Bien évidemment avec l'implémentation de wallet. Comme un de nos ingénieurs en DIC 3 l'a fait, voilà, c'est la création d'un mobile wallet pour le Bitcoin. Donc c'est bel et bien possible. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Lo, de la parole. Je sais que vous n'avez pas été interpellé. Oui, M. Diédiou, professeur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'ai eu 3 interpellations. La première, c'est mon étudiante là qui a demandé un peu, disons, on aurait pu dire le rythme, en tout cas le niveau de pénétration des innovations dans le milieu paysan. Il est vrai que jusqu'à présent, le taux d'adoption des technologies, ou en tout cas, disons, des innovations, puisqu'elles peuvent être sociales, socio-organisationnelles, est très faible. Et je parle sous le contrôle de Dr Prof Touré, puisqu'il y a une étude qui a été menée par le BAM sur l'adoption des variétés, par exemple, d'arachide, mais aussi, surtout les variétés améliorées, hein, de mil et tout ça. Et ça ne dépasse pas 20%, et quelquefois, ça peut être très, très faible. Voilà, et donc, c'est une réalité. Aujourd'hui, pour le contourner, il est clair, il faut revoir un peu les démarches méthodologiques. Voilà. Et la CEDEAO, les bailleurs sont convaincus. On a noté que le dernier appel à projet de recherche de la CEDEAO a insisté, pour ne pas dire a demandé, que l'approche développement participatif de l'innovation soit adoptée. Et je suis presque sûr que tout projet qui ne s'alignera pas ne sera pas financé. Voilà. Parce que simplement, il y a beaucoup de résultats, mais comme on le voit, et d'ailleurs, je termine par là, on le voit clairement, hein, pourquoi il y a une érosion des ressources financières pour soutenir la recherche agricole et que de plus en plus, les ressources sont placées sur la dissémination. Parce que les gens estiment que pendant des années, ils ont financé des milliards et que tout est dans les tiroirs et les paysans, on voit que l'agriculture recule. Voilà. Alors, deuxième interpellation, c'est le professeur Abdoulaye Guissé. Ah d'accord, est-ce que les innovations sont adaptées? Alors, il est vrai que les facteurs, hein, qui limitent l'adoption sont nombreux. Hein.
Mais parmi ces facteurs-là, il y a clairement, quelquefois, l'inadaptation peut être généralement au contexte, quelquefois, socio-économique et culturel. Moins au contexte biophysique. Voilà. Et pour le professeur Guissé, j'ai presque répondu en disant que, en réalité, le développement participatif de l'innovation est une approche, ici c'est appliqué à l'agriculture, mais ça peut être appliqué effectivement aux domaines qui ont un lien avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, je suis le président du réseau Sénégal de ProLinnova. Le réseau ProLinnova, c'est promotion de l'innovation locale. Et la plateforme s'est ouverte, effectivement, en considérant l'agriculture comme le domaine central, mais tous les domaines d'appui sont concernés, y compris votre domaine. En tout cas, on vous verrait bien adhérer à cette plateforme. Et nous avons soumis un projet, s'il passe, évidemment, la démarche est multi-acteurs. Donc vous êtes le bienvenu, c'est clair. Voilà. Je vais juste aborder, me permettrai de commenter. Tout à l'heure, mon collègue Dr Diouf Mahécor a répondu à Mme Julie, qui avait posé le problème de l'utilisation irrationnelle des engrais et avec les conséquences néfastes que cela peut avoir sur les sols. Il avait répondu en indiquant la démarche qui permet d'utiliser de façon durable les engrais, puisqu'il dit qu'il faut connaître effectivement ce qui est disponible dans le sol en termes de nutriments, mais ensuite, il faut savoir quelle variété, ses besoins et tout ça, pour déterminer réellement les besoins à mettre dans le sol. Mais le problème, c'est là que c'est un plaidoyer. Il faut redonner au sol, aux sciences du sol, vraiment la place qu'elles méritent dans ce pays. Parce que si on voulait mettre en pratique une telle recommandation, où sont les laboratoires de sciences du sol? ENSA, un labo, Israël, un labo, je ne sais pas, ou 3 labos. Et quand vous déposez des IRD, si vous déposez des échantillons de sol, vous avez les résultats quand? La campagne sera terminée. Vous n'avez pas les résultats. Bon, sans compter les coûts. Un échantillon vous coûte combien si vous avez besoin de 5 éléments? Si vous mettez tout ça, c'est ça qui explique qu'en réalité, les gens y vont, ils mettent des engrais sans savoir qu'est-ce qu'ils mettent, ils perdent de l'argent. On peut s'arrêter là. On sait ce qu'il y a dedans. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur Dieyou. On va laisser la parole à Cherouba. Voilà. Merci quand même, monsieur le modérateur, Dr Karim Kouté. Et je dirais que quand même, à l'état actuel des connaissances, au Sénégal, on ne peut pas encore parler de variété en ce qui concerne l'anacardier. Nous ne sommes pas encore à l'état variété. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Par contre, dans le jargon, vous entendez quand même parler de Béné rouge, Béné jaune, Henri, Costa Rica, Jams. En réalité, ce sont des provenances. Quand on parle de Béné rouge, ce sont des anacardiers qui nous viennent par exemple du Bénin, ou bien des anacardiers qui nous viennent par exemple de Costa Rica, etc. Donc à l'état actuel, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes à l'état phénotypage, le phénotypage est fini. Maintenant, au niveau de l'ISRA, notamment au niveau du CNRF, quelqu'un a été branché pour faire ce qu'on appelle le génotypage. Par contre, également, on parle de morphotype en fonction maintenant de la coloration et maintenant de la taille de la noix. Voilà quelques éléments de réponse que je voudrais placer à votre endroit. Merci. Oui, merci beaucoup. Je voudrais en fait peut-être rebondir sur la question. C'est vrai, je sais qu'en fait qu'on parle de provenance, mais le travail que vous avez fait, en fait, à mon avis, lorsqu'on parle de production par arbre, on ne peut pas mélanger en fait ces provenances. C'est là où en fait j'accentue ma question. Et dans la littérature de façon globale et dans les travaux qui ont été faits, et contrairement à ce que les gens croient, Ziguinchor est la partie du Sénégal où les noix sont sont en fait de moins bonne qualité par rapport aux autres zones de production de noix au Sénégal. Maintenant, peut-être qu'on va continuer la discussion par rapport en fait aux différents travaux qui ont été faits et par rapport aux différentes évaluations. Je laisse la parole à Dr Cissé. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon, en l'endroit de mon ami et frère Mahécor, je dirais juste qu'avec l'ajout de concentré, on obtient un gain en termes de conservation qui va de 1 à 2 semaines. Je précise que le yaourt se conserve maximum 3 semaines. Donc, cela veut dire, en rajoutant ces taux d'incorporation, on parvient à conserver le yaourt 1 mois, voire 1 mois et demi en fonction du taux d'incorporation. Merci.
Merci beaucoup, Dr Oumar Cissé. Alors, après... Bon, pour la dégustation, je vais passer la main à mon futur chef de département, celui des productions animales. Merci beaucoup, Dr Cissé. Alors, à présent, à mon tour, je vais remercier l'ensemble des collègues, ainsi en fait le public, et remercier aussi les organisateurs dont je fais partie, en tout cas pour m'avoir fait confiance pour modérer cette section. On ne m'a pas demandé en fait mon avis, on m'a juste mis, et je me suis permis en fait d'être là pour modérer. En tout cas, je vous remercie et je remercie les différents communicants et peut-être qu'on aura l'occasion dans le cadre de ce colloque, parce que ce n'est pas fini, il y aura la partie de demain. Il ne faut pas qu'on l'oublie, demain on est là aussi, parce qu'il y a une session qui est très importante et va comment dirais-je, en fait, concerner les doctorants. Peut-être que le collègue Guissé et d'autres vont y revenir. Merci beaucoup. Merci, merci Président. Félicitations. Applaudissements encore à tous les communicants. Merci. Alors, professeur Diédiou, vous pouvez rester. Ah, d'accord. S'il vous plaît. J'invite la session, la première session, parce que les photographes n'étaient pas là. Oui, mais c'est pas grave, on la remplace par une autre dame qui remplace toutes les dames. Merci beaucoup. Félicitations.